Bonjour à tous et à toutes. Merci surtout à Rachel et à Romain pour leur invitation. Ça me fait très plaisir. Alors, ma- malheureusement, je ne peux être qu'en visio. C'est le grand retour des conférences en présentiel, mais pas complètement. Voilà, donc je ne pouvais pas être avec vous en présentiel, mais on s'est dit que ça serait peut-être intéressant quand même de le faire en distanciel. Donc, me voilà. Donc, effectivement, je vais vous parler de transformation, c'est le sujet. Qu'est-ce qui bloque, comment agir. Donc, j'ai été entrepreneur pendant très longtemps, donc j'ai créé plusieurs entreprises. J'ai vécu je dirais le processus d'innovation, en particulier d'innovation de rupture, avec ses hauts et ses bas. Et puis, depuis quelques années, j'accompagne des entreprises dans leur démarche de transformation. Et donc, je voulais partager avec vous un certain nombre de choses que j'ai trouvées sur les blocages et comment on peut agir sur ces blocages. Alors, je vais passer rapidement parce que Rachel l'a évoqué. C'est assez rare que les organisations ne soient pas conscientes du besoin de se transformer. On vit dans un monde de rupture. Je passe rapidement. Je crois que c'est assez évident. Ça l'est encore plus depuis 2 ou 3 ans. On a eu les ruptures évidemment du digital et des ruptures sociétales. Il y en a plein. On a eu ensuite évidemment l'épidémie, l'Ukraine, et voilà. Je pense qu'il nous manque plus que l'invasion extraterrestre, mais enfin, on a à peu près toutes les ruptures possibles et imaginables. Et puis, donc, Rachel l'évoquait, on a un problème avec les plans de transformation parce qu'encore une fois, les organisations sont conscientes de la nécessité de se transformer. Donc, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas dans un aveuglement, enfin, en général, pas dans un aveuglement, mais beaucoup plus souvent dans quelque chose qui bloque. Alors, on a des programmes très, très ambitieux. Vous en connaissez certains. Alors, ils peuvent s'appeler Transform 2025, Ambition 2040, Reach 2070. Ils ont toujours des noms très, 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 très ésotériques. Ils sont très sophistiqués avec des PowerPoint, des kakémonos, des plans de formation, beaucoup d'argent. Et puis, finalement, alors c'est pas qu'il ne se passe rien, hein, il y a de l'impact, mais effectivement, beaucoup de plans de transformation donnent des résultats qui sont quand même assez limités. Et ça, c'était déjà problématique en temps entre guillemets calme, mais évidemment, en temps de crise, ça devient ultra problématique. On a l'impression que l'organisation ne peut changer que quand elle est face à une crise. Et il serait quand même souhaitable de pouvoir se transformer sans attendre les crises et que la transformation devienne quelque chose de plus normal. Donc, on a un problème qui est, je crois, dans la façon même dont on aborde la notion de transformation, puisqu'aujourd'hui, on a cette débauche de moyens qui donne quand même sur pas grand-chose. Alors, pour essayer d'identifier ce qui bloque, il faut repartir du contexte dans lequel ces transformations se font. Alors, je l'évoquais, hein, les ruptures, l'incertitude, alors c'est vraiment des termes qui sont devenus aujourd'hui extrêmement courants. Alors, l'incertitude, c'est pas nouveau. Le management a commencé à s'intéresser à l'incertitude depuis les années, je dirais, 50-60. Mais on a quand même l'impression que ça s'accélère. Hein. Donc, alors, il est important de préciser rapidement que l'incertitude introduit, c'est le cas de le dire, hein, une forme de rupture, c'est-à-dire que l'incertitude est en elle-même un défi managérial. Et ce défi, c'est lui qui va nécessiter la transformation de l'organisation. Alors, ça va nécessiter de définir ce qu'on entend par transformation. Il est important de distinguer le risque de l'incertitude. Le risque, c'est ce qui va concerner des événements répétés. Alors, si vous êtes dans le monde de l'assurance, vous traitez des événements comme des vols de voitures, des accidents, des incendies, des choses comme ça. Et ce sont des événements qui sont malheureusement répétés à l'identique, ou en tout cas suffisamment à l'identique pour qu'on puisse compiler des statistiques. Donc, le risque va être le domaine de l'événement relativement bien identifié, bien circonscrit, répété un grand nombre de fois, sur lequel on va pouvoir compiler des statistiques. Ces statistiques vont être la base ensuite de probabilités qui nous permettent de dire que si 1,3% des Clio sont volés en 2021, eh bien en 2022, on a une probabilité que 1,3% des Clio soient volés. Et donc, on a un outil de management qui est basé sur, en fait, des statistiques parce qu'on traite des événements qui se répètent à l'identique, ou en tout cas, encore une fois, suffisamment à l'identique pour qu'on puisse les regrouper dans des grandes catégories.
Et ça va être tout ce qui va concerner le management des événements répétés du quotidien, en quelque sorte, hein, dans ce qui n'a surtout pas de péjoratif, mais voilà, dans des questions qui se répètent un peu à l'identique. Donc, c'est tout un chapitre, évidemment, du management. L'incertitude, elle va concerner des événements inédits, hein, des choses qui ne se sont jamais produites. Alors, on va retrouver évidemment notre ami Covid dedans. Alors, ça n'est pas évidemment qu'on n'ait jamais eu d'épidémie dans l'histoire de l'humanité, hein, bien au contraire, mais chaque épidémie est différente. Et là, on voit bien que Covid est absolument unique dans l'histoire humaine. Et c'est ça qui va être caractérisé par l'incertitude, c'est-à-dire, alors d'abord, on est avec des phénomènes, hein, ce n'est pas un événement qui est bien circonscrit dans le temps, on a quelque chose qui s'étale dans le temps, on voit, hein, l'épidémie de Covid, elle commence, pour simplifier, en novembre 2019, mais on n'est même pas tout à fait sûr, et quant à savoir quand elle se terminera, là, on n'en a absolument aucune idée, peut-être jamais. Donc, on a des événements qui sont beaucoup plus des processus en développement, qui sont très complexes, qui sont multidimensionnels. On voit bien que la Covid a des impacts en termes de santé, bien sûr, mais aussi des impacts sociaux, des impacts politiques, des impacts financiers, économiques, bien sûr, etc., etc. Et puis, il en va de même pour l'Ukraine. Hein. Je passe rapidement, mais on voit à quel point cet événement, prend sa source de façon très lointaine dans l'histoire. 2, on ne sait pas quand ça va se terminer. 3, il est multidimensionnel. Et 4, ses effets se développent dans le temps. On sait par exemple, hein, on en parle beaucoup en ce moment, que ça va avoir des effets sur l'inflation, l'augmentation des coûts des matières premières, qui est spectaculaire en ce moment. Voilà, avec des conséquences extrêmement difficiles à prévoir. Alors, ça veut dire quoi du point de vue du management? Ça veut dire que dans la partie gauche, c'est-à-dire du management, que je simplifie le propos évidemment, hein, on va être dans de la répétition, c'est-à-dire dans l'utilisation de modèles existants. D'accord. Alors, notamment des modèles statistiques, hein, vous avez l'historique de vos ventes, eh bien, les ventes de l'année prochaine seront celles de l'année dernière à plus ou moins X% en fonction d'un certain nombre de paramètres que vous connaissez. Si vous vendez des glaces, ça dépend de la température, etc., etc. Donc, dans le domaine d'une évolution continue, on peut s'appuyer sur des modèles existants qui sont donc essentiellement des modèles statistiques, mais aussi des modèles théoriques, qui sont un certain nombre d'hypothèses que vous faites sur vos clients, sur vos concurrents, sur l'environnement social, sur l'évolution des modes de consommation, etc., etc. L'incertitude, elle, va nécessiter des nouveaux modèles, hein, c'est-à-dire que ce à quoi on est confronté face à l'incertitude, c'est essentiellement à l'inédit, à la nouveauté, quelque chose qui ne s'est jamais produit, en tout cas dans cette nature-là. Et donc, il faut réinventer des modèles. Et on voit bien, alors on l'a beaucoup vu avec la Covid, et ce n'est pas terminé, à quel point des choses absolument essentielles ont dû être inventées, réinventées, sont en cours de réinvention. Alors, on l'a vu dans la grande distribution, on l'a vu dans le travail avec le télétravail, et on pourrait multiplier les exemples. Voilà. Donc, l'incertitude à laquelle on est confronté aujourd'hui, donc dans lequel je vais mettre toutes ces ruptures, encore une fois, qu'elles soient techno, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient comportementales, qu'elles soient climatiques ou autres, génère une très forte incertitude, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop de quoi l'avenir est fait, et ça nécessite des nouveaux modèles. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on entend par modèle? Et l'idée que je vais défendre, c'est que cette notion de modèle est absolument centrale dans la question de la transformation. Alors, justement, qu'est-ce qu'on entend par modèle? Eh bien, je vais vous poser la question. Alors, je commence assez simplement. Hein. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? J'espère que ce n'est pas un trop grand challenge. Un sourire, ouais. Des oiseaux, voilà. Je suis toujours rassuré quand il y a des gens qui disent qu'il y a des oiseaux, parce qu'effectivement, voilà. Donc, alors, il y a plein d'autres choses sur la photo. Après, quand j'ai des gens qui sont plutôt sur les détails, ils m'expliquent qu'il y a un coucher de soleil, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est effectivement les oiseaux. On a effectivement 3 oiseaux qui sont dans une configuration, alors statistiquement hautement improbable, mais possible. Ce qui fait que le photographe a pu les saisir au vol. Alors, on pourrait trouver ça sur Internet, ça amuse beaucoup les enfants, ça s'appelle des pareidolis. Hein, c'est quand la nature, de façon, par pur hasard, reproduit quelque chose que notre cerveau interprète comme
un sourire, un visage. Essentiellement, vous savez, c'est les voitures qui ont une forme humaine, etc. C'est le sourire que vous pouvez voir dans la mousse de votre café le matin. Enfin voilà, il y en a des centaines sur Internet. On appelle ça une pareidolie. Ce qui nous intéresse ici, c'est que, alors, évidemment, il y a juste 3 oiseaux, mais notre cerveau interprète ça, enfin, pour beaucoup d'entre nous, interprète ça comme un sourire. Et on sent bien, peut-être, vous pouvez le ressentir aussi, que le cerveau hésite entre sourire, oiseau, sourire, oiseau. Il sent bien que c'est des oiseaux, mais quelque part, il veut aussi voir un sourire. Et ça nous apprend quoi? Ça nous apprend qu'on voit pas tellement avec les yeux, on voit surtout avec notre cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, ce que fait notre cerveau, c'est une opération très complexe, qui est que face aux différents influx, signaux que nous envoient, alors les yeux, les oreilles, le toucher, etc., mais là, on va juste, pour simplifier, parler des signaux lumineux. Les yeux envoient convertissent des signaux lumineux en signaux électriques qui arrivent dans notre cerveau. Et c'est notre cerveau qui, à partir de cette accumulation de données, va produire un sens, c'est-à-dire qu'il va dire « Ah oui, c'est un visage qui sourit ». Donc, ça nous montre que nous voyons avec notre cerveau et que notre cerveau opère, si je puis dire, une opération extrêmement compliquée qui est qu'à partir de ces informations-là, il construit une représentation du monde. Et c'est à partir de cette représentation du monde que nous agissons sur le monde. Sans elle, nous ne pouvons pas agir sur le monde. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous êtes dans cette salle. Eh bien, votre cerveau, quand vous êtes rentré, a mis à jour sa carte du monde en remarquant où il y avait des tables, des chaises, il y a un escalier, il y a une entrée, j'imagine qu'il y a aussi une sortie, il y a un écran, il y a des vitres, etc. Eh bien, sans que vous en ayez eu conscience, votre cerveau a mis à jour votre modèle de la réalité, alors ici de votre réalité immédiatement tangible, la salle dans laquelle vous êtes, mais on a évidemment une représentation beaucoup plus abstraite aussi de, là en l'occurrence, sur ce qu'est une conférence, un séminaire, une masterclass, etc. etc. Alors d'où ça nous vient? Eh bien, vous imaginez, il y a 50 000 ans, vous êtes en train de chasser avec votre copain John, et puis à 200 mètres, il y a quelque chose qui bouge. Eh bien, votre survie va dépendre de votre capacité à identifier ce qui bouge et à le mettre dans une case connue. D'accord? Alors, pourquoi c'est important? C'est une opération de catégorisation qui est l'une des opérations qu'on fait quasiment en permanence. On passe notre journée à catégoriser. On voit quelque chose, les yeux envoient le signal et le cerveau essaye de le mettre dans une case connue. Alors, l'avantage, si le cerveau réussit à le mettre dans une case connue, en l'occurrence, ce qui bouge à 200 mètres, en ayant regardé un petit peu, échangé avec John, on finit par conclure que c'est une antilope. On le met dans la case antilope, c'est une case connue, ça fait 20 ans que je chasse des antilopes. Eh bien, l'avantage quand on peut mettre quelque chose dans une case connue, c'est qu'associé à cette case, on a des routines d'action. On va pouvoir chasser l'antilope parce qu'on n'a pas mangé depuis une semaine, mais on sait faire, et donc à cette case connue sont associées des routines, ici en l'occurrence de chasse. Donc là, notre cerveau adore quand les yeux voient quelque chose et que le cerveau peut, en identifiant ce qu'a donné comme information les yeux, dire « Ah oui, ça je sais, je le mets dans une case connue ». Ça, c'est la situation idéale. Puis il arrive parfois que les yeux envoient une information d'un truc qu'on n'a jamais vu. On essaye de le faire rentrer dans des cases, il n'y en a aucune qui correspond, et là, le cerveau se trouve dans l'obligation de créer une nouvelle case. Alors, notre cerveau déteste ça parce que, évidemment, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, donc il faut créer une nouvelle case. Cette nouvelle case, elle va prendre du temps. Il va peut-être falloir qu'on fasse le tour, etc. etc. Tant que la case n'est pas créée, on ne peut pas agir. Donc, notre cerveau est en inquiétude, donc on va monter en consommation d'énergie, ce que le cerveau déteste. Et donc, la création de cette case, c'est gourmand en énergie. L'action est bloquée tant que la case n'est pas terminée, d'accord. Et puis troisièmement, peut-être que la case au final servira à rien parce que finalement l'animal n'est ni dangereux ni comestible. Ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation. On ne sait pas à quoi ça sert, ça coûte très cher, parfois ça donne rien, et tant que c'est pas terminé, ça sert pas à grand chose. Donc notre cerveau déteste l'innovation, la création de nouvelles cases. Donc qu'est-ce qu'il va essayer de faire le plus souvent? C'est que quand il voit quelque chose de nouveau, enfin plutôt quand les yeux renvoient de l'information, bien, il va essayer de forcer le nouveau dans les cases déjà connues. C'est pour ça qu'au début de l'épidémie, en février 2020,
bien, il y a un médecin très célèbre de la Pitié-Salpêtrière qui a dit ne vous inquiétez pas, le Covid, c'est juste comme la grippe, mais la grippe, ça tue beaucoup plus de gens, donc il vaut mieux s'occuper de la grippe que de la Covid. Mauvaise case. Voilà. Donc, la case, hein, ça correspond à quoi? Ça correspond à ce que j'appelle un modèle mental, c'est-à-dire vous construisez, nous construisons, nous passons notre temps à mettre à jour un modèle de la réalité. Alors, ce modèle, encore une fois, il est un modèle de la réalité tangible, hein, les tables, les chaises, la salle, etc. Mais il est surtout un modèle abstrait, hein, intangible. C'est votre entreprise, votre travail, vos amis, votre famille, etc. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, votre travail consiste essentiellement à manipuler des abstractions, hein. Alors, si vous êtes assureur, vous ne faites rien de tangible, hein. Un contrat d'assurance, hein, c'est un modèle mental. C'est un modèle mental collectif, mais c'est un modèle mental. C'est une représentation mentale complètement abstraite qui n'a aucun substrat physique, ce qui est un peu différent de si vous fabriquez des voitures, mais enfin, vous avez saisi le truc. Donc, nous avons au niveau individuel des modèles mentaux qui sont notre représentation de la réalité, c'est-à-dire le sens que je donne au monde, comment je me représente le monde, ce que je pense du management, ce que je pense de la façon dont on gère une équipe, ce que je pense de mes clients, etc., etc. Donc, ces modèles existent au niveau individuel. De façon intéressante, ils existent également au niveau collectif. Alors, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont lu cet ouvrage, Sapiens, de Harari. Je vous le recommande, c'est un bouquin absolument extraordinaire, un peu long sur la fin, mais c'est un autre sujet. Harari pose une question qui, comme toutes les questions de recherche, paraît bête au premier abord, mais qui est fondamentale. Il se demande qu'est-ce qui fait que Sapiens, donc notre espèce, hein, a réussi à dominer toutes les autres espèces animales ou humaines. Et la réponse qu'il donne est assez intéressante, hein, puisque souvent on dit mais ce qui nous permet de dominer les autres animaux, c'est l'intelligence, l'adaptation, etc. Et en fait, ce que dit Harari, c'est que ce qui nous distingue vraiment, c'est la collaboration. C'est-à-dire que face à 5 mammouths, si vous êtes seul, vous n'avez aucune chance. Face à 5 mammouths, si vous avez 5 camarades avec vous, c'est les mammouths qui n'ont aucune chance, puisque 5 mammouths, ça sera toujours 5 individus, tandis que 5 êtres humains, si tout se passe bien, c'est une équipe, et vous savez qu'évidemment, une équipe n'est pas juste une addition d'individus. Donc, ce qui va distinguer fondamentalement l'être humain, enfin Sapiens en l'occurrence, c'est sa capacité à travailler de façon collaborative. Alors, on n'est évidemment pas les seuls animaux à collaborer, les abeilles collaborent, mais enfin, globalement, elles font quand même la même chose depuis 5 millions d'années. Les singes collaborent, mais sur des tâches qui restent quand même relativement simples, et ils ne peuvent le faire qu'en tout petit groupe, on va dire une vingtaine, une trentaine d'individus, sur des tâches qui restent alors un peu moins routinières que les abeilles, mais enfin globalement relativement simples. Nous sommes la seule espèce, nous dit Harari, et je crois que c'est assez profond, capable de faire collaborer, des gens qui ne se connaissent pas, deux, en très grand nombre, hein, puisqu'on va parler d'organisations de 1000, 100 000, 1 million de personnes, des armées, des administrations, des entreprises. Donc, des gens qui ne se connaissent pas en très grand nombre, sur des tâches extrêmement complexes, ambiguës, peu définies, puisque, là encore, hein, j'imagine que pour la totalité d'entre vous qui êtes dans cette salle, votre travail n'est que très, très, très vaguement défini. Il n'y a pas un manuel de 1000 pages sur votre bureau qui vous dit ce que vous devez faire à 10h20, à 10h22, à 10h24. Donc, c'est très ambigu, et pourtant, ça fonctionne très bien. La question suivante que pose Harari, c'est qu'est-ce qui permet à des individus qui ne se connaissent pas de travailler ensemble? Et là encore, sa réponse, elle est assez incroyable, je trouve. Ce qui permet à des individus qui ne se connaissent pas de travailler ensemble, eh bien, c'est les croyances communes. Alors lui, il emploie le terme de mythe. Moi, j'emploie le terme de modèle mental, mais c'est la même chose. Croyance, mythe, modèle mental. Alors, vous le voyez si vous avez eu cette expérience, hein, si vous avez passé un jour des vacances à l'autre bout du monde dans un hôtel international avec des gens qui viennent de tous les pays. Vous êtes mis autour de la piscine des enfants et vous avez sûrement aperçu que des enfants qui n'ont pas un seul mot en commun peuvent jouer ensemble toute l'après-midi. Hein, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des espèces de modèles mentaux profonds. Alors, le jeu, notamment, évidemment, est
un des exemples absolument typiques de quelque chose. Vous donnez une balle à un enfant, quel que soit cet enfant, dans n'importe quel endroit du monde, et il jouera au foot. Moi, je ne suis pas du tout au foot, mais voilà. Donc, vous avez comme ça des grandes croyances très profondes. L'apéro, oui, oui, voilà. Mais là, il faut patienter un peu, par contre, puisque vous devez bosser un peu pendant 2 heures. Rachel a été très claire, ça sera après. Mais voilà. Donc, ce qui permet à des gens qui ne se connaissent pas de travailler ensemble, c'est qu'il y a des croyances communes. Alors, on le voit simplement aujourd'hui, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous saviez, je l'évoquais, vous savez ce que c'est qu'une salle de cours, une université, une conférence, un conférencier. Alors maintenant, vous savez ce que c'est qu'un Zoom, comment ça fonctionne. J'imagine que personne n'est dû s'installer à la place d'Anastasia pour lui dire ah, moi je me mettrais bien là. Non, parce qu'on sait tous que dans la conférence, ceux qui assistent à la conférence sont à un endroit, le conférencier ou la conférencière est à un autre endroit. On partage déjà énormément de choses, même si on ne s'est jamais rencontrés. Alors après, il y a plein de choses qu'on ne partage pas, heureusement, mais c'est ce qui fait notre individualité. Alors, c'est ce qui va faire deux choses qui vont être fondamentales, c'est que Harari note, et on rejoint en ça évidemment des travaux de sociologie qui sont relativement anciens et très, très, très ancrés, c'est qu'au fond, ce qui fonde un collectif, c'est les croyances communes. Et ça me semble très intéressant. Et dans mes travaux, aussi bien théoriques que d'accompagnement avec des entreprises, j'essaye toujours, quand je suis avec une entreprise, d'identifier les quelques modèles mentaux cœur qui la définissent et qui, derrière, définissent son identité. Si vous prenez une entreprise que vous connaissez tous, sûrement, Kodak, bientôt les jeunes générations n'auront aucune idée de ce que c'est que Kodak, mais sans offense, vous faites encore partie d'une génération à qui ça dit quelque chose. Kodak, évidemment, c'est un gros paquet de modèles mentaux qui l'identifiaient. Vous savez, le moment Kodak, Kodak leader de la photo, voilà, des modèles mentaux très profonds. Au cœur de tout collectif, et c'est ce qui définit tout collectif, on a un paquet de modèles mentaux, donc des croyances fondatrices, alors en général, effectivement, qui viennent du ou des fondateurs, mais qui vont définir le collectif. Alors ça nous dit plusieurs choses. Premièrement, ça veut dire que si ce qui définit un collectif, ce sont des modèles mentaux, eh bien, quand on veut transformer ce collectif, il faut transformer les modèles mentaux. D'accord ? Je reviendrai sur le cas. Ça veut dire aussi que dans la période que nous vivons, qui est une période de remise en question de croyances, des choses qui ont été vraies pendant très longtemps ne le sont plus. Certaines de choses que l'on croyait absolument évidentes, comme l'approvisionnement en matières premières, le fait de pouvoir se nourrir de façon certaine, eh bien, sont remises en question. Et ça explique pourquoi on a des affaiblissements du collectif. Alors, on l'a beaucoup vu pendant la crise du Covid, parce que si le collectif est basé sur des croyances, et si nous sommes dans une époque dans laquelle les croyances sont remises en question, ça explique pourquoi le collectif est remis en question. Alors, aussi bien au niveau de l'organisation qu'au niveau sociétal. Je l'évoquais dans un instant. Mais en tout cas, la clé au niveau de la transformation, c'est de partir de l'idée qu'une organisation est un paquet de modèles mentaux. Certains de ces modèles mentaux vont être bloquants, et donc il va falloir les identifier et puis les faire évoluer pour que le collectif évolue et donc soit en quelque sorte débloqué. Ça, c'est au niveau collectif, donc des organisations, donc de votre entreprise ou toute autre entreprise. On a également des modèles mentaux au niveau sociétal. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui fument. Levez la main. Personne ? Ah, quand même, d'accord. Bon, bravo, continuez. Enfin, pas à fumer, mais à avoir le courage de le reconnaître. On est tous d'accord que fumer, ce n'est pas bon pour la santé, j'espère. Personne s'y oppose. Non. Alors, si je vous dis on est tous d'accord que, en rhétorique, c'est bien connu. Si je commence en disant on est tous d'accord que, c'est que ça n'a rien d'évident. Sinon, je n'aurais pas besoin de dire ça. Alors, je vous montre juste une publicité des années 60. Donc, vous aviez des médecins qui sponsorisaient des marques de cigarettes. Et là, vous avez alors, la publicité, c'est évidemment le royaume des modèles mentaux, puisque la publicité s'appuie sur nos modèles mentaux, nos représentations, nos croyances, pour évidemment nous convaincre. Ici, il y a un modèle, alors, il y en a plein, mais il y en a notamment un modèle sur lequel cette publicité joue, c'est ce qu'on appelle le principe d'autorité.
C'est-à-dire qu'elle utilise un médecin pour nous dire qu'il faut fumer L et M. C'est-à-dire, je ne vous le dis pas moi-même, je fais appel à une autorité qui, elle, du fait de son autorité, va vous convaincre de fumer. Voilà, il y a d'autres modèles mentaux comme le costume-cravate. Vous voyez, l'air très sûr de lui, c'est visiblement quelqu'un qui n'est pas habité par le doute métaphysique. Hein. Donc, vous pouvez lui faire confiance et fumer L&M, qui est sûrement une très très bonne marque de cigarettes, puisqu'il vous le dit. Donc, publicité est en elle-même un festival de modèles mentaux et vous pouvez vous amuser. Alors, faites-le notamment pour les publicités d'il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans, hein, puisque le décalage temporel rend plus visibles les modèles mentaux. Il y en a certains qui nous font sourire, d'autres qui nous embarrassent franchement, mais c'est un bon exercice. Donc, toujours dans les années 60, l'industrie du tabac avait un problème, et ce problème était que les femmes ne fumaient pas. Donc 50% du marché, évidemment, n'était pas adressé. Nouveau petit quiz, pourquoi les femmes ne fumaient-elles pas? Exactement. Alors, en termes de modèle, bravo, en termes de modèles mentaux, on dirait, il y avait un modèle mental, donc pour le coup sociétal, qui était, alors je cite en l'occurrence, hein, une femme qui fume est une femme de mauvaise vie, donc une prostituée. D'accord. Ça, c'est vraiment ce qu'on va qualifier de modèle mental, c'est-à-dire que ça n'a aucune réalité physique. Hein. La notion de femme de mauvaise vie en elle-même est un modèle mental sur lequel on pourrait passer 2 heures. Mais vous avez donc une croyance collective au niveau sociétal qui va donc évidemment voir de façon extrêmement péjorative une certaine activité et donc qui va influencer considérablement la pratique ou pas de cette activité. Donc là, en l'occurrence, il y avait ce modèle mental. Donc l'industrie du tabac est consciente de ce modèle mental, elle est consciente que c'est un problème pour elle, et donc elle va charger quelqu'un qui s'appelle Edward Bernays, qui est quelqu'un de très important, qui a inventé un beau métier. Ce métier, c'est celui des relations publiques. À son époque, il a commencé dans les années 20, il appelait ça propagande. Mais à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les professionnels se sont dit propagande, c'est peut-être pas terrible, et on va faire un peu de rebranding. Et ils ont appelé ça relations publiques. Ça sonne mieux que propagande. Et donc, Edward Bernays a fait une grande campagne pour changer le modèle mental sociétal et imposer un modèle alternatif qui associait en fait le fait de fumer pour une femme à la liberté. Donc, vous aviez des publicités de ce type-là, hein, sur lesquelles, pareil, on pourrait passer pas mal de temps en regardant les modèles mentaux, le contraste entre le noir et blanc et la couleur. Vous voyez comme elle a l'air, elle est élégante, elle est charmante, elle a confiance en elle, avec sa cigarette. Voilà. Là, vous avez l'imposition d'un modèle mental alternatif qui est fumer égale liberté, qui vient quasiment remplacer l'ancien modèle mental. Alors, avec un énorme succès, alors là, pour le coup, malheureusement, hein, puisque les femmes se sont mises à fumer beaucoup, ça a été un segment en très forte croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle mental est un outil que vous pouvez utiliser pour lire n'importe quelle situation, et c'est important quand on parle de blocage, hein, de transformation, c'est face à une situation donnée, qui peut être une situation de management, mais qui peut être aussi une question stratégique, c'est qu'est-ce que je me dis de cette situation? Quel est le sens que je donne à cette situation? Quel est le sens que nous donnons collectivement, nous, organisations, Renault, Kodak, AXA, que sais-je, à cette situation? Et quel est le sens que la société donne à cette situation, hein? Donc, vous avez cette espèce de grille de lecture à 3 niveaux. Alors, le schéma est illustratif, c'est-à-dire qu'évidemment, ces 3 niveaux sont complètement imbriqués. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant. Hein. C'est quand vous vivez une situation un peu surprenante, hein, c'est « Oh là là, attention, qu'est-ce que je me dis de cette situation? Qu'est-ce qu'on se dit collectivement? Et qu'est-ce que sociétalement on se dit ?» Donc, si vous êtes, par exemple, j'ai fait une intervention récemment pour une entreprise qui travaille dans le domaine agricole, vous savez sans doute que les modèles mentaux sociétaux quant à l'agriculture ont considérablement bougé, hein, ces 10 dernières années. Pour caricaturer, l'agriculteur était vraiment le symbole de la France il y a 20 ans, et aujourd'hui, c'est un assassin qui maltraite les animaux, qui pollue les sols, etc. etc. J'exagère, mais enfin, vous voyez des évolutions très, très fortes de modèles mentaux, ici sociétaux, puis après, évidemment, qui sont transcrits au niveau collectif et au niveau individuel.
Dans le contexte de rupture, hein, évidemment, le propre d'une rupture, ça va être de rendre des modèles mentaux obsolètes. D'accord. Des choses qui ont pu être vraies pendant très longtemps, puis peu à peu, ou brutalement, qui cessent d'être vraies. Alors, on l'a beaucoup vu au moment de la Covid. Hein, et moi, je parle souvent du télétravail parce que c'est pratiquement l'archétype, hein, du bouleversement de modèles mentaux. Moi, je me souviens, pendant le premier confinement, d'un chef d'entreprise qui me disait que 3 semaines avant le confinement, il avait conclu avec sa DRH que le télétravail n'était pas possible dans son entreprise. Voilà. Et 3 semaines après, ça sauvait son entreprise. Hein. Donc, le propre d'une rupture, en particulier d'une crise, c'est de rendre les impossibles possibles ou vice-versa. Donc, dans mon vocabulaire, c'est le bouleversement de modèles mentaux, c'est-à-dire des choses qui ont pu être vraies, qui ne le sont plus. Et rappelez-vous, comme ce sont les croyances qui fondent le collectif, eh bien, si ces croyances sur lesquelles un collectif est fondé deviennent obsolètes, c'est le collectif qui est mis en danger. C'est pour ça qu'on a des gilets jaunes, par exemple. Les gilets jaunes, c'est typiquement une situation dans laquelle on a des croyances qui sont bouleversées, quelque chose qui n'est pas lisible par les modèles mentaux traditionnels de la France, c'est-à-dire soit la gauche, soit la droite. Et comme ça ne correspond pas à ces modèles-là, c'est disruptif, eh bien, on a vu à quel point la classe politique et le gouvernement ont eu du mal à gérer cette situation parce que ça ne rentrait pas dans les modèles habituels de révolte de gauche ou révolte de droite. C'était une révolte fiscale, mais etc., etc., etc. Donc, le télétravail est un très bon exemple, hein, de cette espèce de bouillonnement de modèles mentaux, parce que derrière la question du télétravail, on peut le voir de deux façons, soit comme une question purement technique, à 3 jours, 2 jours, et puis de négociation avec les syndicats, ou on peut se dire non, derrière la question du télétravail, il y a les modèles mentaux du travail, fondamentalement, et là, on va retrouver des questions de confiance, notamment. Le manager n'a pas confiance dans le fait que des gens chez eux vont pouvoir travailler. Des gens qui sont chez eux vont pas avoir confiance dans leur manager en se disant, bah oui, mais si je suis pas là, il va m'oublier, etc., etc. Donc, dans ces situations de rupture et de transformation, ce qui va être très important, c'est d'exposer les modèles mentaux qui sont sous-jacents. Sinon, eh bien, on va traiter la superficie et pas le fond. Voilà. Bon, d'autres exemples. Alors, l'Ukraine a été le festival des modèles mentaux qui ont explosé parfois en 24 heures. Hein. Les entrepreneurs, les innovateurs, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils chamboulent nos modèles mentaux. Airbnb, c'est une entreprise qui vous fait trouver normal et souhaitable de dormir dans la maison de quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelque chose que vous auriez peut-être trouvé inacceptable il y a 10 ans et que certains ou certaines d'entre vous font peut-être maintenant de façon courante. Hein. Donc, vous voyez le lien entre la rupture et l'innovation de rupture, c'est-à-dire que la rupture, c'est la remise en question des modèles mentaux, donc des grandes croyances, et l'innovation de rupture, c'est une forme active, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va délibérément essayer de changer les modèles mentaux sociétaux, comme Edouard Bernays l'a fait pour le tabac. Donc, posez-vous cette question, hein, qu'est-ce que vous croyez aujourd'hui qui est peut-être devenu faux, le risque étant effectivement de continuer à s'appuyer sur des croyances qui sont devenues obsolètes. Donc, le risque, c'est effectivement de rester enfermé dans ces modèles mentaux. Il y a plein d'exemples historiques. J'évoquais Kodak tout à l'heure, mais Henry Ford est un bon exemple. Henry Ford lance la Ford T en 1908. C'est une vraie innovation de rupture parce qu'il change le modèle mental de l'automobile. Hein. Avant Henry Ford, l'automobile, c'est en gros un gadget pour les riches. Il impose le modèle mental de l'automobile, c'est l'outil de tous les Américains, du rêve américain. D'accord. Donc, vous voyez, énorme changement de modèle mental. Il l'impose avec un grand succès, mais il restera enfermé dans l'idée que ce que veulent les Américains, c'est une voiture toujours moins chère. Donc là, c'est typiquement ce qui se passe quand on est victime de son succès. Hein. Ça marche. Donc, ce qui marche devient une vérité éternelle. Et donc, on s'enferme dans un modèle mental. Alors, Romain vous parlera tout à l'heure d'ouverture hein, avec l'innovation ouverte. Et bien là, on a ce qui se passe quand, à cause de ces modèles mentaux, eh bien, on devient prisonnier de ces modèles et donc incapable de s'ouvrir au monde et de s'apercevoir que le monde a changé, que ce qui a pu marcher pendant très longtemps eh bien, marche de moins en moins. Mais voilà, nos modèles sont tellement forts eh bien, qu'on s'aveugle et qu'on n'est pas capable de s'ouvrir au reste du monde. Et donc, pour terminer, ça pose, j'évoquais Kodak hein, tout à l'heure.
Kodak a essayé de faire le saut de l'argentique vers le numérique, qui n'a pas réussi. Ce qui est intéressant, c'est que face à la rupture du numérique, Kodak se dit qui sommes-nous? Nous, on est les leaders du marché de la photo. On est les leaders de l'argentique, donc on doit devenir les leaders du numérique, parce que leur identité est posée en termes de leader du marché de la photo. Ce qu'on sait sans doute moins, c'est ce qu'a fait Fuji, qui était quand même son concurrent principal, confronté à exactement la même rupture. Et à cette rupture-là, en fait, la question que s'est posée Fuji, qui est aussi une question identitaire, Fuji s'est dit « Qui sommes-nous » Et la réponse est « Nous sommes des chimistes ». Vous voyez, modèle mental. Nous, on est des chimistes. Et donc, si la photo devient numérique, c'est plus pour nous. Et donc, ils ont décidé d'abandonner le marché de la photo argentique et de se diversifier autour de leur modèle mental, de leur identité de chimistes. D'accord ? Et donc, ils ont réussi sur cette base-là, en fait, à se rediversifier. Et aujourd'hui, l'entreprise fonctionne bien. Donc, pour conclure, face aux ruptures, au sens large, la question, c'est qui sommes-nous? Et qui sommes-nous, en gros, c'est quelques modèles mentaux, c'est-à-dire quelles sont nos croyances fondamentales qui nous définissent en tant qu'organisation. Alors, individu, organisation, et puis évidemment au niveau sociétal. Mais la rupture, elle pose la question de qui on est, qui on veut devenir, et donc identifier les modèles mentaux, regarder ceux qui, Kodak est un bon exemple, ceux qui peuvent être un blocage, l'idée que nous sommes leaders, donc on doit rester le leader de l'argentique alors que le marché de l'argentique commence à décliner. Voilà. Donc ce qui bloque, c'est les modèles mentaux, mais ça tombe bien parce que c'est aussi le point d'entrée dans l'organisation. Et en identifiant ces modèles mentaux, on peut œuvrer pour les faire évoluer et donc amener l'organisation elle-même à se transformer. Merci beaucoup Philippe, je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'était... Et à bientôt dans une conférence, une autre conférence, probablement peut-être plus académique la prochaine fois, puisque notre campagne de conférences académiques va commencer au printemps, donc on aura sans doute l'occasion de se croiser à ce moment-là. Merci encore. Merci, au revoir. Bientôt, au revoir à tous et à toutes, merci de votre attention. Au revoir. Bien, je vais vous proposer une séquence qui va prolonger les propos de Philippe et qui va s'intéresser plus précisément au processus de transformation. Là, vous l'avez vu avec Philippe, finalement, l'entreprise a besoin de se libérer parfois de certains éléments qui l'emprisonnent, qui peuvent emprisonner les individus, qui peuvent emprisonner aussi le collectif. Et dans le cadre de cette chaire, on a choisi d'appréhender la transformation avant tout comme un processus d'ouverture. Ce qui fait assez bien le prolongement avec les propos de Philippe sur cette idée que l'organisation doit être ouverte, non pas seulement sur l'extérieur, pour essayer de mieux comprendre son environnement, être en veille permanente, appréhender les bouleversements, mais aussi et surtout être ouverte envers elle-même et envers l'interne. Et ce positionnement, ce parti pris de la chaire, il est aujourd'hui important parce que considérer l'interne et l'externe comme deux éléments d'une même phase de la transformation, c'est bien sûr s'attaquer à un problème qui est plus complexe qu'un phénomène de transformation qu'on appréhenderait uniquement du point de vue externe ou uniquement du point de vue interne comme une intention stratégique de se transformer. Et ce positionnement, finalement, il est aussi aujourd'hui un petit peu en rupture avec les approches existantes qui sont parfois un peu trop souvent focalisées exclusivement sur l'externe. La crise sanitaire arrive, bien sûr, elle provoque des bouleversements, il y a un impératif de transformation et on va tenter de s'adapter à l'externe, sans pour autant re-questionner les grandes implications profondes à tous les niveaux ou à toutes les dimensions internes que cette transformation-là peut provoquer. Donc il y a un véritable enjeu, en tout cas que nous avons choisi d'appréhender comme ça dans le cadre de la chaire, à prendre ces deux aspects comme, encore une fois, deux pièces d'un même puzzle. Donc la transformation, le parti pris qu'on a fait aussi, c'est de l'appréhender sous l'angle de l'innovation ouverte. Pourquoi finalement s'ouvrir quand on se transforme? Parce qu'on a besoin de se reconnecter avec soi-même, qui on est en tant qu'organisation, et on a besoin aussi de se connecter. Pourquoi? Pour pouvoir aussi, avec l'extérieur, trouver de nouvelles opportunités, trouver de nouvelles ressources, de nouvelles idées et connaissances qui vont aussi mettre en mouvement cette transformation. Et c'est là que pour nous, l'innovation ouverte joue un rôle déterminant. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, l'innovation ouverte, c'est toute forme de pratique collaborative avec tout type d'acteurs. Et on n'est pas seulement non plus sur une approche de l'ouverture exclusivement vers l'externe, mais aussi sur cette idée de décloisonner les expertises, décloisonner les services,
décloisonner aussi peut-être les barrières mentales qui sont internes et qui peuvent exister au sein des organisations pour finalement engager un collectif dans une dynamique collaborative commune. Ça, on l'a bien vu chez certains de nos mécènes qui peut-être au démarrage se considéraient comme ouverts avec des pratiques certes orientées vers l'externe mais finalement assez peu d'échanges, d'idées, de ressources, de connaissances en interne, avec parfois des cloisonnements un peu historiques qui sont liés, comme l'a dit Philippe, à des modèles mentaux peut-être orientés sur un passif, un héritage même, ou un fonctionnement historique de l'organisation, et qui parfois empêchent la transformation, empêchent aussi son processus d'aller de l'avant et de se mettre en mouvement correctement. On a également une innovation ouverte qui, bien sûr, prend en compte la dimension externe. À travers cette fois-ci plusieurs processus, l'organisation elle est à même de se poser la question est-ce que je suis capable de valoriser des idées, des connaissances, des brevets internes dont je ne fais rien, qui peut-être dorment, qui sont au placard, vers des environnements externes qui sont en dehors de mon environnement, de mon écosystème confortable, si j'ose dire. Est-ce que je suis capable d'aller chercher de nouveaux acteurs dans d'autres industries, là aussi auprès de personnes avec lesquelles je n'ai pas forcément l'habitude de collaborer. Donc l'innovation ouverte, c'est ça aussi. Se transformer, oui, mais avec qui? Aujourd'hui, l'organisation seule contre tous, c'est une vision quand même assez obsolète. On l'a bien vu avec la transformation numérique, on le voit bien aussi avec cette envie de faire des efforts collectifs pour combattre la crise sanitaire. L'organisation, elle fait partie d'un environnement, elle fait partie aussi d'un écosystème, au sein duquel on va retrouver une variété d'acteurs qui peuvent être différents. Et s'ouvrir aujourd'hui, par exemple, avec un seul type d'acteur, ce n'est pas forcément suffisant. Si la transformation doit se mettre en mouvement par l'intermédiaire de l'innovation ouverte, c'est aussi re-questionner ces modèles collaboratifs à l'extérieur. C'est se poser la question, parmi mes clients, mes concurrents ou d'autres acteurs, des universités, des laboratoires, est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui à collaborer? Est-ce qu'il y a un intérêt à créer des écosystèmes qui seront plus favorables pour renouveler mon innovation et me permettre, moi, organisation, de me transformer finalement comme un processus de fond et non pas comme un processus de forme. Donc ça, c'est vraiment le parti pris qu'on a eu dans cette chaire. Et comme je vous le disais, on est en rupture avec les approches existantes, dans la mesure où la plupart des travaux aujourd'hui académiques considèrent un petit peu trop le focus sur l'externe. Excusez-moi, j'ai peut-être un problème des micros. Ce focus sur l'externe, il a le désavantage de considérer votre organisation comme une boîte noire dans laquelle on ne se préoccupe pas finalement des implications de l'ouverture ou des implications profondes de la transformation. Au niveau de l'organisation, au niveau des différents niveaux hiérarchiques, quelles implications pour le top management et l'aspect stratégique, quelles implications profondes pour l'organisationnel et le managérial, quelles implications pour l'opérationnel. Et la plupart des travaux en la matière, notamment les travaux du père fondateur de l'innovation ouverte, Henry Chesebrough, se sont un peu trop concentrés sur l'externe en sous-estimant l'aspect interne. Pourtant, l'innovation ouverte, elle implique un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme, il est censé finalement créer une rupture avec les approches plutôt fermées de l'innovation, dans laquelle on avait des organisations qui finalement restaient centrées sur leurs ressources internes. J'innove, je suis capable d'innover, mais qui allaient scléroser cette capacité-là à peut-être un service, comme le service R&D, qui peut-être allait restreindre cette capacité d'innovation à certains domaines d'expertise. Aujourd'hui, on le voit avec les phénomènes de crowdsourcing, les approches de co-innovation ou certaines entreprises qui n'hésitent pas à aller chercher des clients, à concevoir des laboratoires très ouverts, comme le fait Lego par exemple, pour imaginer de nouvelles constructions par rapport à des produits existants. On le voit finalement que cette ouverture, certes, elle a besoin de l'environnement comme source de valeur, mais elle a aussi besoin d'avoir un regard interne. Et donc, dans le cadre de la chaire et des travaux que nous avons mis en place, notamment sur le premier axe, où on a cherché à mieux comprendre comment finalement mettre en œuvre un processus d'innovation et comment identifier les leviers et les obstacles, on a réellement considéré l'organisation interne comme une source de valeur et l'environnement externe aussi comme une source de valeur, avec un processus de transformation qui finalement s'opère à travers cette dynamique d'innovation ouverte. Toute la question était de savoir initialement, auprès des mécènes que nous avons étudiés, finalement, comment est-ce qu'ils se positionnaient sur cet aspect d'innovation ouverte. On a aujourd'hui des entreprises, comme l'a dit aussi Philippe, qui ont manqué parfois de proactivité dans la transformation. On a cité l'exemple de Kodak. Un autre exemple, ce serait celui de BlackBerry, par exemple, qui face à la montée finalement technologique de l'aspect tactile sur les smartphones,
s'est un petit peu trop emprisonné dans son leadership, ou en tout cas sa conviction que le clavier traditionnel, physique, était encore ou avait encore de l'avenir. Et aujourd'hui, face à des Samsung, des Huawei, des iPhones, BlackBerry aujourd'hui a perdu énormément de parts de marché. Parce que finalement, l'environnement, ses bouleversements et la transformation qu'on aurait pu opérer en interne ne s'est pas faite. On a d'autres exemples. Quand vous prenez la Poste, par exemple, en France, c'est une transformation extrêmement profonde qui, bien sûr, prend en compte l'environnement, puisqu'on est sur une offre multiservice. On est aussi sur une capacité à inclure le consommateur sur une offre un peu 360, bien sûr sur des services traditionnels liés au métier de la poste, au métier de l'acheminement de colis et de courriers, mais aussi sur de l'offre bancaire, de l'offre d'assurance, de l'offre de téléphonie mobile. Et la Poste, là aussi, du point de vue interne, s'est considérablement transformée. Là, je pense qu'on pourrait parler de modèles mentaux, comme le disait Philippe. Faire évoluer finalement tout un ensemble de collaborateurs sur un plan national, avec derrière un historique extrêmement fort sur un métier de livraison, de courrier et de colis, pour ensuite amener les gens à prendre des responsabilités sur finalement la capacité à vendre des services bancaires, vendre des services d'assurance ou vendre de la téléphonie mobile, c'est une preuve de transformation réussie. Et cette transformation réussie, finalement, dans le cadre de la chaire, on s'est aperçu d'une chose extrêmement fondamentale, c'est qu'elle est multidimensionnelle. Ce qui veut dire que, pour nous, l'innovation ouverte est un moteur de la transformation pour la mettre en mouvement. Par contre, derrière, il est extrêmement important d'avoir une approche multidimensionnelle focalisée sur l'interne pour mieux comprendre quels sont les facteurs clés de succès de cette transformation par l'innovation ouverte. Donc notre première approche dans la phase 1 de la chaire a été de révéler finalement ces dimensions, au nombre de 6. La dimension culturelle, structurelle, stratégique, numérique, individuelle et managériale. Et finalement, l'enseignement qu'on retire aussi de nos résultats, c'est que prendre ces dimensions de manière complètement isolée n'apporte pas grand-chose à la compréhension de comment mettre en place cette ouverture et comment soutenir une transformation finalement plus durable. C'est bien la combinaison de toutes ces dimensions qui apporte une vue plus globale, certes plus complexe, mais aussi plus intéressante de la transformation. La dimension culturelle, elle s'est révélée comme fondamentale, et là je pense qu'on a un lien direct avec les propos de Philippe. Parce qu'une culture, aujourd'hui, au sein de l'entreprise, c'est un ancrage dans des croyances, dans un historique, dans un héritage aussi, et une histoire d'entreprise qui s'est vécue au fil des ans. Et parfois, la culture de l'entreprise peut être aussi une culture qui va enfermer les individus au sein de pratiques routinières, sans leur permettre vraiment d'essayer de s'ouvrir en interne ou de pratiquer l'ouverture avec des partenaires externes. Donc là aussi, nous avons identifié des points de blocage en fonction du niveau d'acculturation interne des individus et du collectif à cette idée de s'ouvrir, cette idée d'innovation ouverte. On a aussi une dimension structurelle qui présuppose ici l'existence de dispositifs, de structures comme des équipes dédiées, des structures dédiées, des moyens, pour là aussi favoriser l'ouverture en interne. À ce niveau également, on a eu des résultats contrastés. Des éléments qui jouaient favorablement sur l'innovation ouverte, comme l'existence d'un service dédié pour lancer des initiatives individuelles ou collectives, accompagner des individus aussi dans leur créativité, dans le montage de projets, mais aussi des éléments qui pouvaient faire obstacle, comme parfois des structures trop attentistes. Obliger l'individu, qui peut-être lui est aujourd'hui prisonnier de son modèle mental, qui a une surcharge de travail incroyable, qui n'a finalement pas décemment le temps d'aller profiter de structures qui sont là pour lui permettre de s'émanciper, de s'ouvrir, de partager des idées, des connaissances avec des collaborateurs, ça revient finalement à être contre-performant et à avoir des structures qui n'essayent pas ou n'arrivent pas finalement à exploiter pleinement leur potentiel. On a trouvé aussi sur la dimension stratégique, cette fois-ci, un risque de désalignement entre les promesses, l'incarnation peut-être qui est faite au niveau stratégique d'une volonté de se transformer, de se dire que oui, on a bien une culture de l'innovation ouverte, d'assumer au niveau de la légitimité du top management cette envie de décloisonner les services, et puis finalement, dans les faits, de ne pas avoir la validation de cette promesse-là. Ça apparaissait, ou c'est apparu en tout cas dans nos résultats, comme un élément pouvant faire obstacle à la transformation, ce désalignement entre le discours et les actions. On a bien sûr la dimension numérique, puisqu'aujourd'hui le monde contemporain est connecté. Donc le concours des technologies numériques, l'usage des outils, là aussi, il est déterminant dans la manière de se transformer. Et un des exemples que Philippe a pris, c'est bien sûr le changement des mentalités dans l'organisation du travail.
Le passage au télétravail, le home working, le coworking dans des espaces aussi, des tiers-lieux, parfois externes à l'entreprise, témoignent de cette transformation aidée par les technologies numériques. Et là aussi, lorsque la Redoute s'est transformée au niveau numérique pour passer d'une production de catalogue papier extrêmement polluante en termes carbone pour aujourd'hui devenir un des acteurs incontournables de la déco, mais aussi de l'aménagement d'intérieur en partenariat avec les Galeries Lafayette, en interne, il y a eu une transformation très importante sur de nouveaux services numériques, sur de nouveaux business models numériques et bien sûr de nouveaux rôles, de nouvelles responsabilités et un nouveau modèle organisationnel et probablement peut-être mental. Et enfin, les deux dernières dimensions, la dimension individuelle, là aussi elle est révélée comme quelque chose de fondamental dans la mesure où on peut avoir des individus dans les organisations qui ont une envie particulière de s'ouvrir, qui peuvent aussi être porteurs de valeurs, qui peuvent être créatifs, qui peuvent partager des idées et des connaissances et qui pour autant, parce que peut-être aussi leur temps est amoindri, n'ont pas la capacité de profiter de cet espace-là de liberté ou de cet espace d'ouverture. Et c'est précisément lorsqu'on comprend finalement les barrières individuelles au sein des organisations qu'on va réussir aussi à comprendre la contre-performance d'autres dimensions. La culture peut exister, elle peut très bien aussi être promue par la direction stratégique, elle peut être légitime, elle peut être supportée par des structures, mais encore une fois, au niveau de l'individu, un blocage peut s'opérer parce que le quotidien prend le pas, parce que la surcharge de travail est trop importante, et parce que finalement, tout ce jardin fertile au sein de l'organisation n'est absolument pas utilisé par manque d'initiative individuelle, par manque de temps. Et c'est là que la dernière dimension intervient aussi, comme un élément support absolument fondamental, c'est la dimension managériale. Beaucoup de nos résultats sont centrés sur cette idée que le management en tant que traducteur, terreau fertile entre les objectifs stratégiques et la réalité du terrain, peut apparaître encore une fois comme un élément qui peut faciliter. Si par exemple le management, il accompagne les individus, les pousse à l'autonomie, mais peut être aussi un frein bloquant. Si l'autonomie est trop poussée, par exemple, on s'aperçoit que les individus s'enferment dans des logiques purement individuelles, et finalement au détriment de l'esprit collectif. Si le management est un peu trop classique ou historique, traditionnel, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas réellement d'accompagnement. Il n'y a pas réellement de sensibilisation des individus à un terreau fertile qui pourrait exister, qui pourrait être délivré par la direction et qui pourtant n'est pas utilisé. Donc véritablement, ces dimensions pour nous ont été un moyen de mieux comprendre comment les entreprises peuvent peut-être, grâce à une lecture beaucoup plus systémique de leur organisation, comprendre leurs points de blocage à la transformation. Et encore une fois, l'intérêt est de prendre ces dimensions de manière cumulative, non pas indépendante. C'est ce qu'on va essayer de vous proposer maintenant. Je vais laisser la parole à Sandra pour introduire un petit exercice, mais on va essayer de vous faire réfléchir sur votre perception et le positionnement de votre organisation par rapport à ces différentes dimensions pour, comme l'a dit Philippe, essayer de savoir un peu qui vous êtes. Voilà, donc on va prendre tout au long de cette fin de journée la notion de modèle mental. Et c'est vrai que Philippe nous a parlé tout à l'heure de la façon dont les enfants, lorsqu'ils sont dans une aire de jeu, vont, parce qu'il y a un ballon, trouver immédiatement un moyen de jouer avec ce ballon, même s'ils ne partagent pas la même identité, la même langue, la même culture. Eh bien, nous, dans une salle comme celle-ci, je ne vais pas vous proposer un ballon, mais je vais vous proposer d'utiliser vos téléphones mobiles qui sont aujourd'hui largement partagés dans les modèles mentaux. Et je vais vous demander de capter ce QR code avec votre téléphone mobile et je vais vous proposer donc de jouer avec vous pour essayer de jouer avec ces 6 dimensions que Romain vient de présenter, de manière à ce que l'on se rende compte quel est votre profil, ou en tout cas la représentation que vous avez du profil d'ouverture de l'entreprise, de l'organisation au sein de laquelle vous évoluez toutes et tous. Donc je vous laisse capter ce QR code. Alors, on vous a proposé dans ce jeu quelques dimensions. On a réduit les choses pour que ce soit quelque chose de rapide, mais tout en gardant les 6 dimensions, mais qu'on a réduit. C'est-à-dire que, en fait, les questions qui vous ont été posées, elles ont en quelque sorte été issues de l'enquête quantitative qui a été réalisée auprès de tous les mécènes qui participent à cette chaire eOpen. Et on a, on va dire, allégé les choses. On avait 5 dimensions, nous, dans notre enquête quantitative. Ici, on l'a réduit à 3.
Ce que l'on peut remarquer en premier lieu, c'est que globalement, on va dire, ça donne une bonne impression de la capacité ou en tout cas de la volonté des entreprises d'être ouvertes au niveau des idées, des pratiques pour innover. En revanche, ce que l'on peut voir, c'est évidemment qu'on n'a aucune dimension qui est à 3. Et on en a une qu'on va prendre de manière importante, qui est l'individuel, c'est-à-dire qu'à titre individuel, semble-t-il, et si on fait à nouveau le lien avec les modèles mentaux, on peut se dire que d'un point de vue individuel, on partage relativement bien un modèle mental qui est à plusieurs, on va plus loin, seul, c'est plus complexe. Donc effectivement, partager les idées, partager les pratiques, ça semble individuellement être quelque chose de fort et les individus sont prêts à le faire et à mettre des ressources personnelles pour ça. En revanche, et ça c'est assez logique avec les résultats qu'on a eus par ailleurs sur l'enquête quantitative, mais là Rachel pourra en parler beaucoup plus largement ensuite. Un point qui semble important, on va dire qu'il y en a deux, mais les deux qui me semblent vraiment clés, c'est cette notion de dimension managériale. Si vous vous souvenez, Romain a expliqué que la dimension managériale, c'est est-ce que l'entreprise donne des ressources à ses collaborateurs, les entreprises, les organisations, donnent-elles des ressources suffisantes à leurs collaborateurs, que ce soit des ressources en temps et des ressources aussi en capacité de tenter d'émettre des idées, de partager des idées. Et là, on voit que pour la plupart d'entre vous, vous avez le sentiment que dans vos organisations, peut-être, cet accès à des ressources n'est pas si simple pour les collaborateurs et que les entreprises, les organisations ont certainement pas mal d'efforts à réaliser au niveau de la dimension managériale qui va être clé et qui va rejoindre une autre dimension qui est la dimension culturelle. Elle va être clé pourquoi ? Elle va être clé justement, toujours en faisant le parallèle avec les modèles mentaux, c'est quelque part par ce biais-là, par les pratiques managériales qui sont proposées dans les organisations, qu'on va peut-être faire évoluer les modèles mentaux individuels et les modèles mentaux de l'organisation. Puisqu'on a bien vu tout à l'heure que le modèle mental, il est au niveau individuel, collectif et même, pourquoi pas, sociétal. Donc, il va y avoir des choses très importantes là-dessus. Quand on voit la dimension culturelle, si on reprend à nouveau ce que nous a expliqué Philippe tout à l'heure, pour lui, c'est un petit peu ce qui est permanent, ce qui reste permanent et ce qui est complexe au cas où, c'est complexe de la faire évoluer. Si la dimension culturelle, c'est-à-dire que si dans la culture de l'entreprise, on est plutôt à se dire « je pense que nous sommes les seuls à pouvoir trouver les meilleures idées et il vaut mieux qu'on les garde et qu'on les protège », ou si on a plutôt une culture qui va être de dire « nous pensons que c'est par le partage des pratiques, des idées, des connaissances que nous allons trouver des idées d'innovation et on est prêt à partager, peut-être à perdre un petit peu de nos connaissances propres et à les partager et à les faire développer avec d'autres, évidemment que culturellement, vous allez aider aussi les individus à faire évoluer leurs propres modèles mentaux. Donc ça, c'est des éléments qui me semblent importants. On voit que d'un point de vue stratégique, 2 sur 3, on peut se dire que d'un point de vue stratégique, tout comme on l'a trouvé beaucoup plus importante du point de vue individuel, les entreprises semblent en tout cas faire passer le message que l'ouverture, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir aux connaissances, partager ses connaissances, ça reste quelque chose de clé et d'important. Mais évidemment qu'on peut se poser la question si 2, c'est suffisant. Alors, on a ensuite essayé 2 choses. On a regardé, alors évidemment, comme c'est en temps réel, on n'a pas pu prendre des éléments qui nous sembleraient peut-être bien plus intéressants que ça, mais on a pris l'âge et on verra aussi ensuite qu'on a pris l'expérience. En tout cas, ce dont on peut se rendre compte, c'est que, et ça rejoint, et on verra, Rachel en parlera largement ensuite, il semblerait que par exemple pour la dimension individuelle, les collaborateurs de moins de 25 ans vont avoir une aptitude ou une propension beaucoup plus forte à s'ouvrir et à être ouvert, bon, peut-être notamment par une habitude par les réseaux sociaux, mais aussi peut-être aussi parce que quand on a peu d'expérience à 25 ans, c'est d'autant plus important de créer et de s'ouvrir à un réseau pour au cas où trouver des idées, développer des idées, etc.
Et on voit que l'âge sur l'aspect individuel, en tout cas, est vraiment important. Donc au niveau maintenant, alors ça a bougé ou c'est moi? Donc d'accord. Donc pardon. Au niveau de l'âge, donc on voit en tout cas au niveau individuel que ça joue beaucoup. Pour les rouges, donc qui sont de 26 à 44 ans, on voit que c'est beaucoup plus médian. Et effectivement, il y aura des types plus précis au niveau de l'âge 25 ans et avec cette notion d'ouverture. Dans la littérature sur l'innovation, sur l'âge, souvent on met en évidence que l'âge a vraiment un effet sur la propension à innover. Quand on est plutôt des personnes qui sont plus âgées, eh bien, on gagne en légitimité et souvent c'est malgré tout très propice pour l'innovation et aussi pour l'innovation ouverte, c'est-à-dire que si on fait profiter entre guillemets de notre légitimité à d'autres et que grâce à notre légitimité on peut faire passer des idées, évidemment que ce sera très propice. Et c'est vrai aussi que plutôt le jeune âge est propice aussi à l'ouverture dans la littérature sur l'innovation. Du point de vue du genre, en termes de littérature, on se rend compte qu'il y a très peu de différentiels du point de vue du genre sur l'effet que ça peut avoir sur l'innovation et sur la créativité. Ici, on retrouve effectivement que ce n'est pas un élément, un facteur de différenciation très forte. Ce qu'on a pu lire un peu sur la littérature créativité qui rejoint évidemment l'innovation, c'est que, eh bien, quelque part, ce qui est le plus important, et ça rejoint à nouveau les propos de Philippe, c'est en fait le modèle mental que l'on peut avoir qui peut être différent d'un homme et d'une femme. Et le modèle mental, c'est-à-dire les croyances que l'on a dans le fait que l'entreprise va nous faire confiance, va faire confiance à nos idées. Et c'est vrai que pour l'instant sur la littérature, on voit que les femmes ont un modèle mental où elles pensent qu'on va plus difficilement leur faire confiance, elles auront plus de mal à faire passer leurs idées. Mais là aussi, c'est plutôt de l'ordre du modèle mental que d'une réalité factuelle. Voilà. Mais en tout cas, ici, ça rejoint la littérature, pas de grande différence au niveau du genre. Dans les questions, vous avez vu que vous aviez d'autres choses, type d'entreprise, est-ce que votre entreprise est plutôt innovante, etc. Et ça, il nous faudra un petit peu plus de temps pour le traiter, puisqu'il y avait un peu plus de possibilités de réponse. Voilà. Je vous remercie d'avoir joué avec nous. Merci, Sandra. Et ça vous donne une idée de ce que nous avons fait. Ok. Donc, vous avez joué, on va voir si vous avez gagné, si vous êtes finalement représentatif des profils d'innovation ouverte qu'on a essayé de déterminer dans le cadre de cette chaire, d'une manière vraiment inédite, puisque ces profils en fait, d'ouverture n'ont jamais été identifiés au plan théorique. Donc, on espère faire à la fois une belle publication avec ça, mais aussi apporter beaucoup d'input aux mécènes qui ont travaillé avec nous. Donc la question qu'on s'est posée, c'est vraiment, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, les collaborateurs qui sont les acteurs de l'innovation de nos mécènes, est-ce que chacun d'entre eux est finalement un acteur de la transformation? Donc il fallait à un moment donné qu'on comprenne à qui on avait affaire et qu'on essaye de révéler un profil que l'on ne connaît pas et que l'on ne peut pas observer. Donc ça pose déjà un vrai sujet méthodologique, c'est comment faire sortir des profils qui ne peuvent pas être observés. Et on a beaucoup de chance parce qu'on a une technique en fait spécifique, méthodologique, quantitative, qui s'appelle une méthodologie en classe latente, qui va nous permettre en fait de révéler ces profils d'innovation ouverte des collaborateurs à partir de dimensions qui, elles, peuvent être observées. Et ces dimensions, ça correspond un petit peu aux dimensions sur lesquelles vous êtes prononcés dans le cadre du petit questionnaire. On a des dimensions qui sont finalement des dimensions de support, parce que pour qu'on soit en capacité de s'ouvrir, de pratiquer l'innovation ouverte, il faut évidemment qu'on ait des ressources à notre disposition, qu'elles soient d'ordre stratégique, c'est-à-dire il faut qu'on ait une finalité, il faut qu'on comprenne la raison pour laquelle on va s'engager là-dedans. Il faut qu'on ait des ressources potentiellement structurelles, c'est-à-dire des individus, relais, des structures qui vont être un peu des totems, qui vont nous expliquer éventuellement comment faire, avec qui le faire. Il faut qu'on ait également des ressources managériales. C'est quoi? C'est du temps, c'est des budgets, sans forcément d'ailleurs qu'on en fasse la demande.
Et puis c'est, comme l'a dit Philippe, ce sont aussi des ressources culturelles qui peuvent être aussi des ressources très individuelles, ce que l'on a au fond de nous. Et ça, c'est toutes ces ressources qui sont finalement indispensables pour pratiquer l'innovation ouverte. Première série de dimensions qui nous semblaient importantes pour pouvoir révéler ces profils, et on espère cette variété de profils au sein de nos mécènes à l'échelle donc des collaborateurs. Deuxième dimension, ce n'est pas suffisant, parce qu'observer les ressources, c'est bien, mais finalement, il faut savoir qu'est-ce qu'ils font, ces collaborateurs. Est-ce qu'ils sont effectivement dans des pratiques d'innovation ouverte, c'est-à-dire est-ce qu'ils échangent des connaissances, des idées, des pratiques avec d'autres salariés de l'entreprise, ou est-ce qu'ils le font avec des partenaires externes, voire les deux. Donc ça, c'était important aussi de caractériser les comportements effectifs. Et on a ajouté quelque chose d'assez, à mon avis, original et très aussi porteur que vous devez vivre tous les jours dans vos organisations. Il nous a semblé important d'ajouter cette dimension de résultat perçu des échanges, parce que finalement, ce que l'on sait en théorie, c'est que si on arrive à comprendre, à percevoir que ce que l'on fait a des résultats tangibles, on sera d'autant plus incité à le reproduire et à le refaire. Donc cette dimension résultat nous semblait essentielle. On est arrivé donc à 3 profils. On a pu déterminer finalement 3 profils de collaborateurs. Donc dans vos entreprises, théoriquement, devraient coexister ces 3 profils. Alors vous avez bien compris, la difficulté après, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas un profil dominant. Et je vais vous montrer que dans certaines entreprises, évidemment, il y a des profils dominants. Premier type de collaborateur qui est le plus important, et là on a été relativement étonnés, c'est finalement des collaborateurs qui ont une position médiane. Donc c'est des collaborateurs qui sont ouverts, mais pas trop. Qui sont ouverts dans leur zone de confort, on va dire. Et vous allez voir pourquoi. Donc on va chercher juste après à caractériser précisément ces collaborateurs-là, mais je suis sûre que vous allez les reconnaître. Donc ils sont profil un peu moyen. Et ils sont 52,1%. Deuxième type de collaborateurs, c'est ce qu'on a appelé, nous, des collaborateurs traditionnalistes ou traditionnels. Alors eux, c'est presque le degré 0 de l'ouverture. Vous en côtoyez forcément. Même moi, j'en côtoie dans mon monde de la recherche, c'est peu dire. Mais vous voyez qu'ils sont très peu. Mais souvent, c'est ceux qui nous embêtent un peu. Vous êtes d'accord? C'est ceux qui ont une capacité à dire non, à nous empêcher de faire. Et puis, vous avez les collaborateurs visionnaires. C'est ceux qu'on aimerait avoir souvent dans l'entreprise. C'est des collaborateurs qui sont très ouverts. Mais vous allez voir que dans ces 3 profils, donc qui représentent un tiers, ils ont vraiment des caractéristiques très différentes. Alors là, je vais vous expliquer quelque chose. Il ne faut pas avoir peur, c'est très simple. Premièrement, statistiques descriptives, tri à plat, voilà. On prend finalement tous les collaborateurs qu'on a observés dans ce profil-là et on va regarder ce qui les caractérise au plan descriptif. Bon. Et on voit un truc qui nous saute tout de suite aux yeux, c'est cet histogramme-là. Et c'est quoi? C'est le fait que ces collaborateurs en comportement effectif, qu'est-ce qu'ils font? S'ils font de l'innovation ouverte, d'accord, s'ils échangent des idées, des pratiques, des connaissances, ils le font essentiellement en interne. Ok, donc c'est des gens qui sont vraiment dans un périmètre relativement rétréci en interne. Et vous voyez que là, si je cherche à comprendre finalement les facteurs qui expliquent la probabilité d'être dans cette classe, donc j'aurai d'autant plus de chances d'être dans cette classe si effectivement je me cantonne à échanger des idées uniquement en interne. Et puis, ce qui va sauter aux yeux aussi, au plan descriptif, vraiment, c'est 0% en ressources managériales. D'accord? C'est 0. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on aura une probabilité d'appartenir à ce profil d'autant plus forte si on a une absence de ressources managériales. Ça veut dire quoi? 0 temps accordé à l'activité d'innovation ouverte et 0 budget accordé à cette activité, c'est-à-dire 0 accompagnement de l'entreprise là-dessus. Et puis, ce qui va sauter aussi aux yeux, c'est l'aspect culturel,
c'est le fait qu'on va appartenir à cette classe parce que nous-mêmes, on perçoit que notre entreprise, eh bien, elle est la culture, c'est la culture de la fermeture. C'est les bonnes idées, elles sont forcément chez nous. Les meilleurs, c'est nous. Les bons produits, ce sont les nôtres. Bref, c'est la malédiction du vainqueur et on est pile dedans dans ce profil. OK ? Et ce qui est aussi très étonnant pour nous, chercheurs, c'est que toutes les autres ressources, qu'elles soient individuelles, stratégiques, structurelles, les flux externes, tout ça, ça n'explique pas la probabilité d'appartenir à cette classe, c'est-à-dire que globalement, ce n'est pas significatif dans cette classe, ça ne joue pas. Bon. Donc retenez ça, je suis dans cette classe-là si je tourne un peu en rond en interne, j'ai 0 ressources managériales pour pouvoir innover, et a fortiori en externe, et j'ai une culture perçue de mon organisation qui est une culture de vraiment fermeture, c'est la tour d'ivoire. Deuxième profil. Deuxième profil, ce sont les modernistes. Alors ces modernistes, ils ont des choses très intéressantes qui les caractérisent. On est sur des flux internes, oui, mais regardez, on a aussi des flux externes, c'est-à-dire que c'est des gens qui tentent des choses avec des partenaires extérieurs, avec des gens un peu différents d'eux. Sauf que vous voyez, les flux externes, ils ne sont pas explicatifs de l'appartenance à ce profil. Ça veut dire que finalement, même s'ils tentent des choses à l'externe, la pratique courante reste des échanges plutôt internes. D'accord ? Mais ils ont quand même un effort d'ouverture à l'extérieur. Pourquoi ils n'arrivent pas à franchir l'étape vers l'extérieur ? Très simple. Ils savent que c'est important pour l'entreprise, ils connaissent le projet stratégique de l'entreprise, ils savent que l'entreprise est dans une stratégie de transformation, d'innovation ouverte. C'est très explicatif de ça. Donc, ils ont cette finalité en tête. Ils savent que l'entreprise la porte elle-même. Ils ont aussi des structures à leur disposition, des individus relais. D'accord ? Ils ont une volonté personnelle de s'engager. C'est des gens qui sont hyper, souvent proactifs, porteurs de propositions, porteurs d'idées, mais ils manquent de temps. Et ils n'ont pas de budget. Donc, ils font ça dans le garage. Ou ils font ça vraiment de manière clandestine. Vous allez me dire, l'innovation, c'est souvent clandestin. Oui, mais bon, là, c'est quand même une volonté stratégique, une stratégie affichée. Et ce qui est intéressant, c'est que la culture, ils ont toujours une perception, ce fameux modèle mental. Ils pensent que leur boîte, ça reste une entreprise fermée. En gros, eux, ils se considèrent comme des rebelles dans une organisation qui ne porte pas véritablement le projet stratégique qu'elle affiche. Et vous avez vu, il y a un truc aussi qui est très intéressant ici, c'est qu'ils croient quand même à l'innovation ouverte, mais par contre, ils n'en perçoivent pas les résultats. Ils disent, en gros, tout ce que je fais, tout mon engagement ne se traduit pas en innovation, soit en des choses un peu disruptives, un peu différentes. Donc ça, c'est aussi un élément qui est intéressant. Donc ça, c'est le profil des modernistes. Troisième profil, c'est le profil des visionnaires. Alors, est-ce que c'est le bon profil ? Non. Parce que, peut-être, en tout cas, c'est le bon profil si l'entreprise affiche cette stratégie-là, a une volonté vraiment d'aller sur l'innovation ouverte et une volonté d'une véritable transformation. Si mon entreprise, c'est plutôt une stratégie moderniste, à la limite, ils sont en avance de phase. On est d'accord. Alors, les visionnaires, c'est qui ? Les visionnaires, ils cochent, ils sont verts partout. Et vous avez vu que le vert qui est intéressant, qui ne sortait pas dans le profil précédent, c'est flux externe. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui sont sur leurs 2 jambes. Je suis un acteur du changement en interne, je suis un acteur de l'innovation en interne, mais je suis aussi quelqu'un qui va m'ouvrir à l'extérieur, qui va échanger des idées, des pratiques, des connaissances avec l'extérieur. Pourquoi je suis en capacité de le faire ? Parce que j'ai tous les supports stratégiques, je comprends où je dois aller, je comprends pourquoi je le fais. J'ai des structures relais, j'ai des ambassadeurs, j'ai des individus qui vont m'aider à le faire. Je suis proactif et j'ai surtout ces fameuses ressources managériales. Autrement dit, j'ai du temps qui est accordé, donc c'est peut-être le vendredi après-midi. Mon entreprise, elle m'autorise à avoir un peu un temps dédié pour ça. Elle me donne aussi un budget, mais sans que j'en fasse la demande.
d'accord? Parce que je n'ai pas un dossier de 30 pages à remplir pour avoir 1 000 €. Et ces 1 000 €, tu les auras si tu fais déjà un premier truc avant. Non. Eux, c'est vraiment un budget qui est demandé et qui est obtenu voilà, sur une proposition. Et vous voyez que là, par contre, culture devient vert. C'est-à-dire que c'est vraiment, les visionnaires considèrent que l'identité de leur organisation, eh bien, elle est finalement dans cette fameuse changement de modèle mental, ou en tout cas, elle est en phase avec cette stratégie que lui-même cherche à accompagner au jour le jour. Et la seule chose qui est dans le rouge, c'est ces fameux résultats qui ne sont encore pas perçus. Et ça, c'est un peu un problème français. En France, on n'aime pas bien valoriser finalement les échecs comme les succès. C'est des choses qu'on ne sait pas souvent bien faire. Et même si ça produit du résultat, ben voilà, c'est bien, ça a produit du résultat, mais on ne reconnaît pas ça. Donc ça, c'est le seul bémol, on va dire, pour dire que les visionnaires, voilà, il manque encore une chose, et on pense que nous, la valorisation des résultats de justement l'innovation ouverte et la transformation, que ce soit des échecs ou des succès, doit vraiment être mis en avant. Donc si on résume, eh bien, vous voyez bien qu'il y a 3 profils. On peut aller encore plus loin dans l'analyse de ces profils, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de cette chaire. Et si on veut simplement avoir un raffinement du profil des visionnaires, c'est très encourageant. C'est des collaborateurs qui sont souvent jeunes, faible expérience, faible ancienneté dans l'entreprise, c'est des gens qui osent. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que c'est souvent des collaborateurs qui ont déjà des responsabilités dans l'organisation. Ça veut dire que finalement, les organisations, elles savent quand même identifier les managers. Elles savent que leurs managers sont en capacité aussi de porter le changement. On n'a pas de lien significatif avec le genre. Qu'on soit un homme ou une femme, on a la même probabilité d'appartenir à ce profil. Et le statut n'importe pas. C'est-à-dire qu'on soit cadre ou non cadre, on a la même probabilité également. Et en revanche, ce qui est aussi intéressant, alors on peut creuser, on ne l'a encore pas fait, c'est qu'on voit qu'on a une surreprésentation de cette catégorie de collaborateurs dans des entreprises dites responsabilisantes, pour ne pas dire libérées. Ce sont des organisations qui ont une hiérarchie affaiblie, qui sont en capacité de confier des rôles, qui accordent un peu plus d'autonomie à leurs salariés. Alors je ne vous dis pas que chez nos mécènes, on a des vraies entreprises libérées, on a des entreprises libérées qui sont en phase de libération, qui ont déjà mis pas mal de pratiques en place, mais ça, c'était quelque chose qui nous semblait aussi intéressant, c'est-à-dire que parfois, effectivement, le poids de la hiérarchie, le poids de la structure peut limiter finalement cette transformation et cette ouverture nécessaire aujourd'hui vers des modèles qui soient plus ouverts. Donc, on avait envie de vous transférer ces premiers résultats qui, encore une fois, nous semblent vraiment intéressant parce que actionnable pour les entreprises, mais aussi pour nous, on espère pouvoir publier dans une très bonne recherche très prochainement. Voilà, donc on est bien sûr à votre disposition pour toutes vos questions et évidemment pour boire un coup, parce que l'apéro, c'est aussi le moment de changer de modèle mental ou je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est le moment d'innover probablement ensemble. Mille merci pour votre écoute.